Comme la majorité des gens, je trouve effectivement que le deuxième film est le meilleur des trois, même si je ne le qualifierais pas d'incontournable. Et comme la majorité des gens, je trouve que le troisième est le moins bon. Cela dit, je n'irai pas qualifier Au-delà du dôme du tonnerre d'immonde merde, je dirais même qu'il est plutôt bon. Dans les 40 premières minutes. Après avoir été attaqué en plein dessert, Max, qui s'est bien laissé pousser les cheveux, c'était l'époque des armes fatales, poursuit son assaillant jusqu'à Bartertown, une petite ville commerçante de zone désertique, un peu comme Mos Eisley dans Star Wars si vous voulez, qui tente de reforger la civilisation grâce à une production de méthane et dirigée par Entité, jouée par Tina Turner. Elle décide de faire de Max un combattant afin de se débarrasser de Maître Bombe, le propriétaire de l'usine de méthane. Max, refusant de tuer, est exilé dans le désert et est recueilli par des enfants vivant à la sauvage au seul endroit où il y a de la végétation, et qui souhaitent se rendre à Bartertown afin d'obtenir des ressources pour réparer l'avion avec lequel ils se sont crashés, afin de revenir dans le monde civilisé. Scénaristiquement, le troisième film propose quelque chose de plus poussé que ses deux prédécesseurs. Mais c'est dans l'exécution que ça pêche. Je ne suis pas fan des films qui changent d'ambiance en plein milieu, surtout quand on voit que l'ambiance de la première moitié du film avait du potentiel. Et si elle avait été maintenue sur toute la durée, Mad Max 3 aurait pu être le meilleur de la saga. Malheureusement, un peu comme Star Wars, ce film souffre du syndrome de l'époque, du troisième volet plus infantilisé que les deux précédents. Ce qui est contradictoire dans une saga comme Mad Max, je vous signale que le premier film a été classé X à sa sortie en France. Et la tribu d'enfants entre 6 et 10 ans menée par un ado de 15 piges, voilà encore un truc que je trouve selon depuis Hook, tiens. Bref, ce film est un poil frustrant. Pas autant que Legend personnellement, mais quand même. Et puis là encore, je comprends qu'il soit le moins apprécié. Il y a quasiment pas de scène de course-poursuite en voiture. Il y en a qu'une. À la fin. Avec Thomas le petit train. Bon, un petit mot sur la VF. C'est acceptable. Mel Gibson est doublé dans les deux premiers films par Patrick Flersheim, la voix de Michael Douglas et Geoffrey Rush. Quant au doublage du troisième, il y a eu deux versions. Dans la version cinéma et DVD, Gibson est doublé par la première fois par celui qui deviendra sa voix française régulière, Jacques Franz, qui nous a malheureusement quitté pendant l'écriture de cette vidéo. Putain, l'année dernière, comme si c'était pas une année assez merdique, on a déjà perdu Patrick Poivet et Roger Carrel. Putain, 2021, ça commence fort. Et pour le doublage VHS, c'est notre Richard Darbois national. Je n'ai pas vu ce doublage, mais je suis sûr que Darbois a fait un super taf comme d'habitude. Mais je vous dois la vérité à vous, mes abonnés. Vous êtes une communauté pas très active, mais les quelques actifs d'entre vous sont des gens très sympas. Et quand on a une communauté sympa, on se doit d'être honnête avec elle. La vérité, c'est que j'étais pas plus emballé que ça à parler de la trilogie Mad Max. En fait, je m'en suis un peu servi comme excuse pour parler du film qui va suivre. Voyez-vous, j'ai un peu envie de briser l'image que je donne du mec qui se pignole sur les années 80 et qui n'est pas fan des reboots. Alors je vous le dis droit dans les yeux. J'ai préféré les premiers Batman aux plus récents. J'ai préféré les premiers Terminator aux plus récents, et j'ai préféré les premiers X-Men aux plus récents. Et pourtant, j'ai surkiffé Mad Max Fury Road. Alors peut-être que c'est parce qu'au moment où je l'ai vu, je n'avais pas vu le 2 et le 3. Ça vient peut-être également du fait que, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas fan des trois premiers films. Ou peut-être, tout simplement, parce que c'est le mieux maîtrisé. Il est sorti exactement 30 ans après le troisième film. Entre-temps, George Miller a réalisé Les Sorcières d'Eastwick, Lorenzo, et a écrit le scénario de Babe et réalisé sa suite, ainsi que les deux films Happy Feet. Je vais à nouveau vous poser une petite question. Mad Max Fury Road, suite ou reboot? Il serait sans doute plus correct de le considérer comme un reboot. D'une part parce que les précédents films n'ont une nouvelle fois jamais développé de continuité, et ce film prend place dans un cadre pas très différent certes, mais avec de nouveaux acteurs. Visuellement c'est un peu dur de le comparer à ces trois années car en 30 ans la technique des effets spéciaux a bien évolué. Mais soyons clairs, ce film est somptueux. Les couleurs font certes un peu trop vives, ce qui contraste avec l'ambiance un peu terne des précédents films, mais les angles de caméra, les plans larges, les plans en mouvement, la réalisation est quasi parfaite, bien que j'ai un peu de mal avec la nuit américaine. Je n'imagine pas le bordel que ça a dû être pour tourner les scènes de course-poursuite. Car oui, contrairement à beaucoup de réalisateurs, George Miller utilise les effets spéciaux numériques au minimum syndical. Bon, à l'exception des Happy Feet où c'est un peu obligatoire pour un film d'animation. Ce qui permet d'affirmer que non, les blockbusters n'ont pas besoin d'utiliser les effets numériques à foison, même pour donner un second souffle à une licence. Prends des notes Peter Jackson. D'ailleurs, 2015 ça a été l'année du retour des vieilles licences, parce que en plus de Mad Max, on a eu les retours de Jurassic Park, et surtout de Star Wars. Mais je digresse, on parlait des scènes d'action. Et c'est sûrement pour compenser l'absence de course-poursuite dans le film précédent, que la quasi-intégralité du film est une course-poursuite. Mais il ne s'en sert pas comme excuse pour ne rien raconter.
Après le passage obligé de la présentation du contexte, la guerre et tout ça, Max, cette fois-ci joué par Tom Hardy, est enlevé par un clan occupant non pas une mais la citadelle, dirigée par le tyran Immortan Joe. Ce dernier envoie une de ses partisanes, Furiosa, jouée par Charlize Theron, chercher de l'essence auprès d'un autre clan. Mais Furiosa le trahit en embarquant à son bord 5 filles que Joe se réserve pour se reproduire avec elles afin de les amener dans un lieu sécurisé. Joe envoie donc son clan à la poursuite de Furiosa, tandis que Max se retrouve embarqué malgré lui et rejoint Furiosa dans sa quête, en compagnie de Nux, joué par Nicolas Hoult, un guerrier qui trahit Joe également. Alors, un peu comme Gravity, c'est très beau, mais ça ne raconte pas grand chose. Les personnages ont des personnalités à peine survolées, mais en dehors de Max, ils ont tous un but qu'ils veulent accomplir. Furiosa veut défier l'autorité imposée par Joe, les 5 filles veulent s'affranchir, Nux veut une mort digne, etc. Max n'a, comme à l'accoutumée, pas vraiment de but. Il ne sert cette fois-ci pas ses intérêts personnels, mais aide parce que ça lui semble être la solution la plus juste. Mais j'ai un peu de mal avec le fait qu'il se casse juste après avoir réglé le problème. Ce qu'il a toujours fait. Concernant l'interprétation, Tom Hardy se débrouille très correctement, pas au niveau de Mel Gibson, mais il s'en sort. A noter qu'à la base, George Miller voulait que ce soit Heath Ledger qui tienne le rôle de Max. Même que Ledger était emballé, sauf que pour de tristes raisons que vous connaissez aussi bien que moi, ça n'a pas pu se faire. Mais quelque part la vie est bien faite parce que, à l'image de The Dark Knight Rises, à la place d'avoir eu le Joker, eh ben on a eu Bane. Les méchants dans Mad Max, ça a jamais été foufou. Limite, celui qui sort le plus du lot, c'est Tina Turner. Et un peu comme Darkness, Joe a tout de même une certaine classe visuelle, mais... bah, c'est juste une brute qui est pas contente d'avoir perdu son harem. Alors, aborder Furiosa, c'est compliqué parce que ça m'oblige à parler de quelque chose dont j'avais pas du tout envie de parler à la base. Vous l'aurez sans doute constaté, mais avec l'ascension des mouvements féministes, les blockbusters surfent sur cette tendance en faisant en sorte que les reboots mettent en scène des personnages principaux féminins, ce qui fut le cas pour Star Wars, SOS Fantôme ou encore plus récemment Men in Black. Alors c'est le moment où vous allez sortir les guns. Je ne suis pas féministe. Je ne méprise pas la gente féminine, bien sûr, mais je ne suis pas fan des tendances féministes qui parfois partent dans des extrêmes discutables, il faut le dire. Je ne suis pas non plus un adepte des petites cases, c'est-à-dire ça c'est forcément pour les mecs, ça c'est forcément pour les filles. Mais le problème c'est que les féministes se plaignent qu'il n'y a pas assez de blockbusters qui mettent un personnage féminin en avant, ce qui est complètement faux. D'une part, un personnage féminin n'a pas besoin d'être l'héroïne principale pour être mise en avant, et quand je dis héroïne, je parle pas de la princesse Disney qui est jolie juste pour être jolie, ou de la nana qui sert juste à être la copine du héros. Je vous renvoie vers cette vidéo de Michael J où vous trouverez une liste de personnages féminins qu'on accuse à tort d'avoir ce statut alors qu'elles ne l'ont pas. D'autre part, il y a bel et bien des licences qui ont une héroïne au premier plan. Terminator, on retient certes plus Schwarzenegger, mais l'héroïne principale des 2 premiers films, c'est Sarah Connor. Alien, Le 5e élément, et même certains films de Tarantino comme Jackie Brown ou Kill Bill. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin de rendre toutes les vieilles licences pro-féministes. Putain, déjà que j'ai pas beaucoup d'abonnés, je sens qu'il va y avoir la moitié qui vont se barrer là. Histoire de vous calmer, je vais vous résumer le fond de ma pensée. Je ne suis certes pas féministe, mais je suis un militant contre la discrimination globale. Pour moi, chaque être humain est sur un pied d'égalité. Pour moi, qu'on soit un homme, une femme, un noir, un blanc, un hétéro, un homo, un trans, etc., ça n'a aucune importance à mes yeux. Tout ce que je vois, c'est des êtres humains. Et si je suis une nouvelle fois pas partisan du féministe, c'est parce que dans un monde idéal, même si c'est impossible à atteindre, il ne devrait y avoir aucune raison qui motive le féminisme ou toute autre forme de militantisme. Je sens que cette parenthèse a déjà trop duré, je vous laisse me descendre dans les commentaires. Moi qui voulais éviter que cette émission devienne une tribune politique, je pense que c'est un peu raté. Il faut que je détourne votre attention. Vous êtes des rats sodomites! Le film contient bien évidemment des hommages à la trilogie, comme le fait de menacer quelqu'un avec une arme non chargée, ce qu'on a vu dans le 2e film, et Joe est joué par Hugh Keays-Byrne, qui jouait au cutter dans le premier film. Et comme 2020 est décidément une année bien merdique, il nous a lui aussi quitté en décembre dernier. Concernant la musique, celles de la trilogie ne sont pas vraiment mémorables. La musique des 2 premiers films a été composée par Brian May. Ah, j'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le même. Celle du 3e film par Maurice Jarre, qui a fait entre autres la musique du Cercle des Poètes Disparus, et celle de Fury Road par le DJ néerlandais Junkie XL, habitué aux blockbusters de Warner, parce qu'il a aussi fait les musiques de Man of Steel et Batman v Superman. Avant de conclure, il a été annoncé que le prochain film serait un préquel sur la jeunesse de Furiosa et où elle serait interprétée par Anya Taylor-Joy. Et justement, l'avantage d'avoir des scénarios assez vagues dans un univers plein de potentiel, ça permet d'imaginer plein d'histoires qui restent cohérentes entre elles. Je suis davantage attiré par cette nouvelle direction qu'a pris la saga. Mais la trilogie avec Mel Gibson mérite au moins un visionnage. Bon, entre nous, c'est pas si mal. Bon, par contre, on a un petit souci à régler. T'as réussi à trouver des infos? Lenny, je dois t'avouer la vérité. Je sais tout depuis le début.
Comment ça? La Fondation Miguel a créé une armée de cyborgs pour te détruire. Et j'en suis. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu m'as reprogrammé et envoyé dans le passé pour te protéger. Ouah la vache, c'est de la merde ce scénario. Celui-là c'est toi qui l'as écrit. Mais attends, tu ne sais pas tout. L'homme à la tête de tout ça est un être démoniaque. Il ne reculera devant rien pour arriver à ses fins. Et nous le connaissons bien. Il s'agit de...